Bonsoir Roubaix, merci pour votre accueil. Moi je vais vous parler de vélo ce soir et j'ai envie de vous poser une question. Qui dans la salle se souvient de sa dernière expérience à vélo? Ah, et pour qui c'était une expérience agréable? Ah, mais c'est super. Voilà. Alors moi j'adore cette expérience, le vélo, et c'est pas un hasard parce que, en fait, moi j'ai grandi là, au paradis du vélo, les Pays-Bas. Et si j'ai envie ce soir de vous parler de ce paradis du vélo, c'est que moi je crois que le vélo est une extraordinaire école de liberté et d'autonomie, surtout pour les enfants. Voilà, aux Pays-Bas, les enfants, 3 enfants sur 4 vont à l'école tout seuls, à vélo. Et un rapport des Nations Unies dit que les enfants néerlandais sont les enfants les plus heureux du monde. Alors pourquoi? C'est entre autres parce qu'ils ont cette liberté de déplacement. Ils ne sont pas dépendants d'un parent derrière le volant, d'un chauffeur de bus derrière le volant, ni d'un itinéraire de bus. Ils peuvent aller comme ils veulent. C'est une source de liberté et donc de bonheur. Alors un enfant qui prend le guidon de son vélo, en fait, il prend le guidon de sa vie. Il apprend que c'est lui qui décide où il va, s'il va à gauche, s'il va à droite. En fait, il apprend qu'il est décideur, il devient entrepreneur, pionnier, aventurier. Il prend goût à la vie, il apprend à oser aussi. Et même les tout petits aux Pays-Bas qui ne peuvent pas encore pédaler, comme par exemple dans ce bac du vélo cargo de leurs parents, ils apprennent déjà. Ils apprennent le vent, la lumière du soleil qui change, le bruit des voitures qui s'approchent, qui s'éloignent, la géographie du quartier, la vie. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait offrir cette liberté et ce bonheur à nos enfants en France et même à nous-mêmes? Moi, je pense que si. Et je vais vous le montrer. Est-ce que vous connaissez cette rue? Ouais, c'est la rue de Rivoli. C'est le prolongement des Champs-Élysées. Et c'est une rue qui est connue pour être désagréable en voiture et aussi à vélo. Et voici, voilà, la même rue 2 ans plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 moments? Est-ce qu'il y aura eu une sorte de révolution culturelle entre ces 2 moments pendant 2 ans? Non, pas du tout. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la révolution du vélo en Île-de-France. Pour moi, le déclic était en 2016. En tant que Hollandais, en France, je me sentais un peu seul sur mon vélo. Et j'ai pris une décision qui a transformé ma vie. J'ai créé un groupe de travail pour rendre ma ville cyclable, c'est-à-dire pour en faire une ville où on a le choix de se déplacer partout en sécurité. Nous l'avons appelé Fontenay-aux-Roses à vélo, phare à vélo. Et la force d'un groupe, c'est bien sûr les sourires, l'énergie, la solidarité, mais c'est surtout ce désir que vous avez en commun d'obtenir quelque chose ensemble. Et pour nous, c'était donc la société cyclable. Alors comment créer la société cyclable? Alors nous, on s'est dit, il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas qu'on se mette sur le canapé et qu'on attende que les politiques nous servent la société cyclable. Et donc on a pris une salle et on a invité toutes les associations de vélo de la banlieue sud de Paris. À Fontenay-aux-Roses, dans cette salle, vous voyez les responsables de 18 associations qui représentent 4000 adhérents. Et on a discuté comment faire. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment même, le département où nous sommes, le 92, les Hauts-de-Seine, projetait ça pour réaménager l'ancienne Nationale 20, une grosse artère qui entre dans Paris, sans prévoir de l'espace dédié pour le vélo. Les vélos étaient, comme vous le voyez, obligés de se dépatouiller avec les voitures. Et nous, on a dit, on ne peut pas accepter ça. Et donc, on a rédigé une contre-proposition qu'on a envoyée au département. Et devinez quoi? Le département a voulu discuter avec nous de notre proposition. Ah bon? Parce que pendant des années, on n'y arrivait pas. Vous savez pourquoi? Ils nous ont expliqué que notre proposition était d'une grande qualité. Ce n'est pas un hasard, parce que si vous êtes un grand groupe de personnes, il y a forcément des experts. Mais il y avait une autre raison. C'est que nous étions nombreux et organisés, comme ici ce soir dans la salle. Nous étions devenus importants pour eux. Et ça nous a galvanisés. On s'est dit, il faut qu'on fasse ça pour toute la région Île-de-France.
On va rassembler toutes les associations vélo de l'Île-de-France et on va transformer notre région. Première région de France, 12 millions d'habitants, première économie de France. Voilà, ça va cartonner. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons créé le collectif Vélo Île-de-France. Aujourd'hui, plus de 40 associations, 7000 adhérents et nous existons. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous rassemblez autant de personnes dans une pièce, comme ici par exemple, vous accédez à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Vous voyez plus clair, vous réfléchissez plus vite, c'est très très enivrant. Nous par exemple, on se rendait compte que pendant des années, nous on pensait que toutes ces associations vélo, que notre problème c'était telle ou telle piste cyclable qui ne fonctionnait pas, ou il manquait un arceau vélo là. Mais en fait, non. Le vrai problème, c'était qu'il manque un réseau cyclable en Île-de-France. Voici le réseau cyclable d'Île-de-France. Ben, c'est des bouts de confetti. Voilà, ça ne marche pas. Si vous faites ça pour un train, le train il ne va pas rouler. Et donc on s'est dit, on va créer ce réseau cyclable. Et donc, un dimanche matin, on s'est rendu chez notre ami François-Xavier Monaco, à Malakoff. On a pris une grande carte de la région, on l'a mise sur la table, on a pris des feutres et on a commencé à dessiner les 9 pistes cyclables du futur réseau cyclable d'Île-de-France. Histoire extraordinaire. Et voici le résultat 9 mois plus tard. Voilà, on a impliqué beaucoup de monde. À gauche, vous voyez le RER. Tout le monde connaît le RER, c'est le réseau des trains d'Île-de-France. Et à droite, vous voyez notre proposition du réseau cyclable. Et comme vous pouvez le constater, notre proposition était une copie du réseau des trains. En fait, on a fait exprès pour que les gens le reconnaissent instinctivement comme un réseau de transport. Et pas juste comme la piste cyclable pour la balade du dimanche après-midi. Et ça a fonctionné. Parce que, alors qu'on était encore en train de dessiner, en juin 2019, la patronne de la région, Valérie Pécresse, elle tweet « Ça m'intéresse, votre réseau cyclable », qu'on avait d'ailleurs baptisé le RERV, le RER vélo, pour que justement les gens le reconnaissent comme un réseau. Elle a dit « Je veux discuter avec vous ». Mais on n'a pas pu aller plus loin tout de suite parce que la Covid est arrivée. Padaboum, catastrophe. Toutes les autorités politiques avaient d'urgence besoin d'une solution de transport avec plus de distanciation physique que les transports en commun, où on est un peu trop comme ça et voilà, le virus circule trop, et avec un peu moins de distanciation physique que les voitures, parce que si tout le monde prenait la voiture au déconfinement, ça aurait congestionné les villes. Et le vélo, c'est juste au milieu. Voilà, ça donne juste cette bulle dont on a besoin pour être protégé. Alors, qui, à ce moment de mon histoire, qui raconte donc la révolution du vélo en Île-de-France, qui est donc une histoire de citoyens qui étaient juste nombreux, organisés, et qui avaient un projet, qui a maintenant envie de transformer son territoire, sa ville, en une ville cyclable. Yes! Alors, je propose de parler de la société cyclable. Comme vous le voyez, c'est une photo de Thomas Schleiper, un photographe qui photographie la société cyclable aux Pays-Bas. Moi, je pense, j'ai une bonne nouvelle pour vous, que c'est beaucoup plus facile pour vous d'en parler que pour moi. Parce que moi, en tant qu'Hollandais, quand je parle du vélo, quand je dis « le vélo, c'est bien », vous savez ce qu'on me répond ? « Oui, mais Stein, c'est normal. Vous êtes Hollandais, vous avez ça dans votre culture, et votre pays a depuis toujours été cyclable. » C'est faux. Voici les Pays-Bas dans les années 70. Les routes étaient tellement pleines de voitures que les enfants ne pouvaient pas jouer dans la rue. On ne pouvait très difficilement faire du vélo. Et d'ailleurs, les Néerlandais, ils en avaient même ras-le-bol. Regardez bien ces 2 photos. À gauche, l'ambiance à la hollandaise, avec des belles pistes cyclables. Et à droite, l'ambiance à la française, où les vélos doivent un peu slalomer entre les voitures. Détrompez-vous. Ces 2 photos ont été prises exactement au même endroit, dans la rue Saint-Jacob à Utrecht, mais avec 45 ans d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 moments? Est-ce que ce sera une révolution culturelle? Non, pas du tout. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la révolution du vélo aux Pays-Bas. Malheureusement, cette histoire commence par un drame. Un jour, il y avait une petite fille en 72 qui s'appelait Simone. Elle avait 6 ans. Elle faisait du vélo et un automobiliste est arrivé et l'a renversée et l'a tuée. Alors il se trouve que le papa de cette fille était un journaliste très connu, Vic Langenhoff. Il a été bouleversé par ce drame. Il a dit
moi j'ai perdu ma fille, je ne vais pas la récupérer, mais je ne veux pas que ça arrive à d'autres enfants, ni à d'autres parents. Et donc je vais agir. Je vais lancer un appel à tous les Néerlandais pour savoir qui veut m'aider à rendre les routes plus sûres et à rendre le pays cyclable. Alors devinez quoi? Il y a des milliers de gens qui ont répondu. C'est devenu un mouvement national. Et cet appel, en fait, ça avait la forme d'un article qu'il a publié dans le journal avec le titre « Stop au meurtre des enfants ». Très brut. Voilà, comme sur cette banderole « Stop de Kindermoord ». Ça fonctionnait. Et c'était même les enfants eux-mêmes qui sont allés cette même année voir le président du Parlement néerlandais pour lui soumettre leurs propositions pour une société cyclable. Mais cette pression citoyenne n'a pas suffi. Il a fallu un coup de pouce pour lancer la grande transformation des Pays-Bas. Et ça a été le choc pétrolier en 1973. C'est mon année de naissance. Donc c'est assez récent. Tout d'un coup, il n'y avait plus de pétrole. Et c'est un problème parce que toutes les voitures étaient à l'arrêt. Et donc, le gouvernement des Pays-Bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé les dimanches sans voiture pour rationner le peu de carburant qui était disponible. Et que faisaient les Néerlandais? Ils allaient sur l'autoroute pour faire des patins roulettes, pour faire du vélo, pour jouer aux échecs, pour pique-niquer. Et ils se sont souvenus alors que tout cet espace public qui est gigantesque pouvait servir à autre chose que l'automobile. Exactement comme nous, en 2020, pendant le confinement, n'est-ce pas? On s'est rendu compte à quel point c'était agréable d'avoir un espace apaisé, sans danger, sans bruit, sans vitesse. Voilà. Et c'est cette double pression, cette pression des citoyens qui voulaient une ville de qualité et cyclable, et ce problème énergétique, cette pression sur un pays qui n'avait pas le pétrole, et toujours pas, que les Néerlandais ou le gouvernement a dit on va lancer la transformation vélo, on adopte un plan vélo national. Alors je suis sûr qu'à ce moment de mon histoire, il y a au moins une personne, peut-être même deux, qui pense que oui mais je fais comment quand il pleut? Et je suis désolé, mais les Pays-Bas, c'est plat comme une crêpe, mais la France, il y a des collines, à ce que je sache. Alors moi, je vais vous révéler un secret. Ce ne sont pas les vraies raisons pour lesquelles vous ne faites pas tous du vélo. Parce que la vraie raison, je vais vous la révéler, c'est qu'il manque un réseau cyclable. C'est qu'il manque un réseau cyclable. Et le problème, c'est que quand il manque quelque chose, vous ne le voyez pas. Et pour le voir, il faut faire un effort d'imagination, et ce n'est pas naturel. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas urbaniste. Vous n'avez pas l'habitude de réimaginer l'espace public tous les jours. Et donc, ce n'est pas naturel. Je vous donne un exemple. Regardez cette rue. Tout à fait normal, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une rue qui n'est pas normale du tout. Parce qu'on ne peut pas y faire du vélo en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Mais la ville l'a imaginé et l'a mise en place. Tadam! Tout d'un coup, on peut faire du vélo en sécurité, même un enfant, on peut faire de la voiture et on peut marcher. Une autre rue, tout à fait normale, n'est-ce pas? Moi, je crois que si vous trouvez, même comme moi, que cette rue, c'est une rue tout à fait normale, c'est parce que ici, dans cette salle, nous avons tous quelque chose en commun. Nous avons grandi dans un monde où la voiture avait déjà pris toute la place. L'espace public, mais aussi l'espace mental. Et c'est très difficile dans un monde où la voiture est omniprésente d'imaginer un monde différent. On dit on ne peut pas. C'est très très compliqué. Parce que les personnes qui ont vécu la société apaisée, où il y avait moins de voitures, où on pouvait faire du vélo en sécurité, eh bien, ils sont morts. Ils ont disparu avec cette société. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez recréer cette société cyclable à la sauce 2021, à la sauce roubaise, vous pouvez. Il suffit d'être nombreux, d'être organisés et d'avoir un projet. Je suis sûr que si vous le dites à votre mère ou à vos concitoyens, ils vont vous répondre « Oui, mais on ne peut pas parce que c'est dangereux le vélo ». Alors regardez cette image. Il n'y a personne qui porte un casque aux Pays-Bas. Vous savez pourquoi? Parce que les Néerlandais, ils ont décidé de protéger les cyclistes. Non pas en les casquant, mais en casquant pour leur donner des pistes cyclables pour qu'ils n'aient pas besoin de porter un casque, pour qu'ils soient protégés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas tout, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, mais je suis désolé, on veut bien, mais c'est pas possible, parce que si on va prendre de la place à la voiture, ça va créer des bouchons. » Allez à Amsterdam, vous allez voir le Rijksmuseum. C'est le musée national qui, dans les années 70, était traversé par une autoroute urbaine.
Et comme les habitants d'Amsterdam ne savaient pas qu'il était impossible, et je dis bien impossible, de remplacer cette autoroute urbaine par une pelouse et une piste cyclable, parce que soi-disant ça allait causer des embouteillages, eh bien ils l'ont fait. Hop, vous pouvez. Il suffit d'être nombreux, d'être organisé, d'avoir un beau projet. Maintenant, regardons le Musée national français. Le Louvre, qui est lui aussi traversé par une autoroute urbaine. Pensez-vous qu'il est possible de transformer cette autoroute urbaine par une gigantesque piste cyclable? Mesdames, Messieurs, c'est à vous de décider. Il suffit d'être nombreux, d'être organisés et d'avoir un beau projet. Merci.